Voilà, alors je suis hyper loin. Très bien. Voilà, alors, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'importe beaucoup et qui va tenir une place particulière dans le panorama mondial, on va dire, parce que je vais parler d'une situation qui est en fait très actuelle et très française. Et je vais évidemment la situer par rapport à ce qui se passe depuis beaucoup plus de temps en Amérique ou dans des pays pas très loin de nous comme la Suisse ou encore la Belgique par rapport à la spiritualité, voire au business de la spiritualité. Et je voudrais vous montrer en fait avec quoi on arrive, nous, Français, et quelle situation tout à fait inédite et particulière dans le panorama mondial ça donne. Et j'espère qu'on pourra en discuter ensuite. Alors, je fais un petit état des lieux. D'abord, ce dont on va parler, c'est de ces domaines qui ont été jusque-là, en France en tout cas, rejetés idéologiquement par la science. Donc, et qui sont pourtant aujourd'hui étudiés scientifiquement. Alors ça se fait beaucoup plus en Amérique que chez nous, ça se fait, je vous en ai parlé un petit peu dans les pays pas très loin de chez nous. En France, c'est très difficile pour un chercheur de travailler sur les sujets dont je voulais vous parler, donc que certains ont appelé, je vous en parlais, post-matérialistes, je vous expliquerai. On va parler en fait de ces scientifiques qui travaillent sur les EMI, donc les NDE en anglais, Near Death Experience, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. Les OBE, c'est-à-dire les sorties de corps, Out of Body Experience, les états de transe, ce qu'on appelle globalement les miracles, mais en fait qui n'ont de miraculeux que le fait que la science ne se soit pas penchée sur elles et eux, sur ces événements-là. Et tout ce qui a trait à en fait quelque chose qu'on élucide par la métaphore du cloud internet en fait, et qui est cette espèce de champ, et qu'on retrouve chez Carl Jung, avec l'inconscient collectif, qui a donné par la suite la psychogénéalogie et la question donc, des clouds familiaux, des fantômes familiaux, Bruno Clavier et bien d'autres, Anne Schutzenberger pour Aïe mes aïeux, son best-seller en fait. Et qu'on retrouve aussi dans le champ akashique d'Erwin Laszlo, qu'on retrouve dans ce que les chamans appellent le monde noir, dans ce que les physiciens, alors évidemment je schématise, vont appeler l'univers bloc. En fait, cette espèce il y aurait autour de nous un endroit qui grouillerait d'informations. Et là, évidemment, il y a la définition quantique de l'information et il y a la définition beaucoup plus médiatique de l'information. Donc, il faut faire attention à à l'usage de ces termes. Mais en tout cas, on serait dans quelque chose qui grouille d'informations passées, présentes, voire futures. Ce dont on parlera l'année prochaine avec les synchronicités. On vient de mettre ça au point. C'est ce que aussi Rupert Sheldrake appelle le champ morphique dans ses études. Alors il a étudié ça sur les compétences des animaux. En tout cas, il y aurait cet univers d'informations qui nous relierait les uns aux autres et auquel on pourrait se connecter pour avoir des informations qu'on n'a aucune raison d'avoir. C'est en gros là où se connecteraient les voyantes, les médiums, ceux qui ont des informations auxquelles nous, communs des mortels, on va dire, nous n'avons pas accès ou pas conscience d'avoir accès, parce qu'évidemment c'est toute la question, mais je vais essayer de faire le moins de parenthèses et de digressions possible, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, évidemment, ces domaines ont un potentiel considérable, parce qu'ils changent complètement la donne sur notre approche de l'homme, de l'être humain, et des rapports interpersonnels, évidemment. Ça a aussi une importance considérable aujourd'hui, c'est pour ça que je vais me positionner dans cet exposé. Ça a un intérêt considérable à l'heure actuelle, parce qu'on est sur le point de basculer dans l'acceptation du transhumanisme. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi toutes les démarches en ce sens. En France, on est extraordinairement en retard sur la question transhumaniste. On n'a même pas encore traduit en France les ouvrages qui datent du début des années 2010 en Amérique, notamment les ouvrages critiques du transhumanisme. Je crois que l'ouvrage de Sandel s'appelle The Case Against Perfection, donc le cas juridique, le plaidoyer, le réquisitoire contre la perfection. Je crois qu'il n'a pas encore été traduit.
faudrait que je vérifie. D'autres œuvres ont été traduites très récemment. Vous savez qu'on est déjà dans... les universités américaines sont déjà de plein pied dedans. Vous savez que Google, avec tous les différents noms de ses filiales, a investi dans plein de domaines. Vous savez qu'il y a la Singularity University, donc l'université de la singularité. Donc la singularité, c'est ce concept, cette espèce de point qui a été défini au moment où on ne pourra plus distinguer l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, de la machine. Il y a aussi Calico, California Life Company, donc les chercheurs qui essaient d'étendre la vie humaine, c'est-à-dire pas juste l'espérance de vie, mais la durée de vie, c'est-à-dire que l'espérance de vie, en fait, c'est parce qu'il y a moins de morts prématurées que les gens peuvent espérer vivre plus longtemps. Mais un être humain ne dépasse pas, on va arrondir même au niveau supérieur, 120 ans. Et Calico essaie de passer à 130, 140, 150. Et alors on en est aux souris, mais les souris d'une université, une autre université, Rochester, ont vu leur vie augmenter de 30% en bonnes conditions physiques. C'est-à-dire qu'elles sont plus fortes que les autres et elles vivent 30% plus longtemps. Donc on est dans l'Amérique est à fond dedans. Vous savez, Google a aussi investi dans le domaine des voitures. Vous savez que la Google Car est déjà quasiment sur le marché. C'est-à-dire que les sondages ont été faits pour que l'intelligence artificielle fasse ses choix. Est-ce que j'écrase un enfant ou est-ce que j'écrase une personne âgée Qu'en pensez-vous? Et après, on met ça dans l'intelligence artificielle. Et vous, si vous préférez écraser l'un ou l'autre, c'est pas vous qui décidez. Ça, c'est la Google Car. Et vous savez qu'il y a aussi plein de domaines où l'enjeu du siècle, comme dit Eric Sadin, au sujet de l'intelligence artificielle, c'est la data, c'est-à-dire le stockage de données. On parle même de dataïsme, de culte de la donnée. Et Eric Sadin, qui dénonce très fortement ce culte de l'intelligence artificielle, appelle ça l'aletheia algorithmique. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se créer, selon lui, une nouvelle divinité qui, en collectant toutes les données, a toujours plus raison que l'individu seul ou le collectif d'individus qui ne sera jamais aussi grand que les datas collectées sur des décennies ou même des années. Et ce qui implique qu'on s'y réfère. Et lui craint cette aletheia algorithmique, c'est-à-dire cette nouvelle divinité technique. Voilà, donc on est dans ce moment où le transhumanisme est à nos portes. Donc je vous expliquais ça pour vous dire qu'en fait en Amérique on vit déjà le transhumanisme. Si vous regardez les séries importées des États-Unis ou même d'Angleterre ou même de certains pays du Nord, il y a énormément de séries sur la question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Westworld. C'est une série américaine là-dessus avec des créatures qui ont été créées et qui pratiquent le deep learning, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle qui apprend seule. Et en fait, au bout d'un moment, le deep learning se passe de l'humain. Et en fait, cette série explore ce que ça pourrait donner. Voilà, donc il y a ça, il y a la série Real Humans qui est devenue Humans dans son remake anglais. Enfin, il y a énormément de séries qui traitent de ces questions-là. Et nous, on les regarde comme de la science-fiction, alors qu'en fait, l'écart entre la science et la fiction est beaucoup plus réduit dans les pays où elles sont produites que chez nous. Voilà, il y a très peu de séries françaises sur le sujet à ma connaissance. Donc, ce que je disais, c'est que l'enjeu épistémologique de ce dont je vous parle est énorme parce que, selon moi, c'est un potentiel de contrebalancement de ce paradigme transhumaniste. Alors, je ne sais pas si on peut parler de paradigme, mais en tout cas de cet environnement transhumaniste, ou en tout cas d'intelligence artificielle, de data, qui est à nos portes, qui est déjà sur vos téléphones portables. Des fois, vous faites une balade et votre podomètre vous dit que vous avez fait je ne sais pas combien de milliers de pas et vous lui avez rien demandé. Donc moi je suis obligée de désactiver les trucs qui sont mis en automatique. J'ai aucune envie de savoir. Je sais pas, la dernière fois, qu'est-ce qu'il m'a dit vous avez effectué 30% de vos objectifs cette semaine. Courage. Bah oui, je suis prof, donc je suis souvent devant mon ordinateur et devant mes étudiants, je fais pas beaucoup de rando, mais j'avais pas envie de savoir en fait, et puis c'est pas à lui d'intervenir dans ma vie comme ça, mais c'est un petit peu ce qui nous attend. Alors si je dois vous conseiller une lecture critique, c'est celle d'Eric Sadin, L'enjeu du siècle, l'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle, ça m'a vraiment interrogée et vraiment interpellée.
Donc, pourquoi je dis que le post-matérialisme, je vais définir tout à l'heure, donc ce que je vous ai évoqué peut contrebalancer ce transhumanisme qui est à nos portes? Eh bien, parce que la question que je me suis posée dans d'autres conférences, que vous pouvez retrouver en ligne, ça c'est pas pour me faire de la pub, c'est juste pour expliquer que je n'explique pas aujourd'hui ça. J'ai fait une conférence qui traite vraiment du sujet, qui s'appelle Plaidoyer pour nos compétences inexplorées. Donc je prends position, hein. Voilà. Mais qui pose la question de savoir si le transhumanisme n'est pas la technicisation de compétences inexplorées que nous possédons. Et en fait, au lieu de faire l'effort de développer ces compétences, ce que serait la perspective post-matérialiste, la science qui se demande comment l'homme peut aller pêcher des informations ou des capacités de guérison ailleurs que par l'extérieur de lui, la médecine, je sais pas, même les cartes, mais les cartes c'est déjà un moyen d'extériorisation de l'intériorisation. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen post-matérialiste serait de fouiller en nous? C'est ce que proposent les différentes formes de méditation. L'idée de la méditation transcendantale, par exemple, hein, quoi qu'on en pense, mais je dis juste l'idée, c'est que vous arrivez à un état en deçà de la physique. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que quand vous comparez avec ce que les chercheurs en physique quantique, alors j'espère éviter les simplifications, mais je mets juste en parallèle, trouvaient à la même époque, en fait, on se demande si les méditants hyper réguliers, hein, je parle de gens, par exemple des moines tibétains, ils ne méditent pas 3 quarts d'heure par jour comme nous, c'est leur vie, quoi. Est-ce que eux ne sont pas arrivés à défier les lois de la physique newtonienne en arrivant au niveau quantique, en fait, si on le met en termes scientifiques? C'est des questions qui se posent, en tout cas. Et c'est le pont qu'essaient de faire certains organismes dont je vais vous parler. Et ça entraîne beaucoup de simplifications que je déplore, et c'est ce dont on va parler aussi. Donc, la question, c'est est-ce que les potentiels ne sont pas en nous? Et est-ce que finalement, notre capacité technique n'est pas liée à la conscience de ce potentiel inexploré? Alors, j'essaie de le faire plus clair. En gros, ce serait l'idée que si on est arrivé à inventer des machines qui chauffent, chauffage, four, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'on sait que l'être humain est capable de refroidir et de réchauffer. Donc on a la capacité, alors évidemment pas de cuire un cake à l'intérieur de notre corps humain, c'est pas la question, mais disons que l'extériorisation de la compétence chauffage procède d'une prise de conscience qu'on a chez nous, un thermostat qui monte et qui descend. Bon. Là, ça semble assez anodin, mais si on en vient à penser que... si on pose la question, par exemple, en termes médicaux, jusqu'à quel point a-t-on la capacité en nous de nous guérir? Et donc, jusqu'à quel point a-t-on besoin de passer par l'extérieur de nous pour nous guérir? C'est une question qui est assez anodine quand on a qui est plutôt anodine quand on a un système de santé complémentaire, une mutuelle, tout ce que vous voulez. On peut se dire, on fait au plus facile et on prend des médicaments. Mais vous savez qu'il y a tout un pan alors, si je dis médecine, ça va poser problème à certains, j'imagine. Donc, il y a beaucoup de praticiens qui pratiquent d'autres formes de thérapie. Des médecines alternatives qui sont censées vous permettre de trouver en vous les moyens de guérison. Le problème, c'est que comme on n'est pas du tout formé et que du jour au lendemain, les gens se prennent pour des grands moines tibétains, en général, ils meurent en 3 jours au lieu de rester en vie par les moyens que propose la technique. Quoi qu'il en soit, l'enjeu est là. C'est-à-dire que si l'enjeu, c'est la médecine et le système de santé, on va dire qu'il est plutôt vertueux, mais il y a quand même l'industrie pharmaceutique derrière, et là, ça en dérange plus d'un quand même. Bon, si on étend ça à une espèce de vie sous perfusion transhumaniste où les questions, c'est de corriger l'être humain avant même qu'il soit génétiquement défini, donc toutes ces questions-là, on passe dans une autre dimension. Là, on se pose des questions qui sont beaucoup plus considérables, on va dire, en termes de nature humaine, tout simplement. Donc voilà, mon positionnement est le suivant. Je pense que l'enjeu autour de la recherche post-matérialiste est considérable parce qu'il se pourrait, en partie peut-être, que ce soit le potentiel pour contrebalancer les excès et les dangers
d'un transhumanisme dont on va dire, l'aboutissement sinistre pourrait être de nous mettre sous perfusion technolibérale de quelque chose que nous pourrions explorer nous-mêmes en nous. C'est ça le risque en fait, c'est d'être obligé de payer pour quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes si, je sais pas, on apprenait à fonctionner un peu différemment, à moins s'épuiser au travail, à être un peu plus conscient, à faire un petit peu plus de méditation, à réfléchir à une autre pratique du corps-esprit, mais alors vraiment sociale, quotidienne et très différente de ce qu'on pratique aujourd'hui. L'enjeu pour moi, il est là. Alors vraiment, je dis en partie, ou pallier les extrémités, ou rétablir l'équilibre entre, voilà, parce que évidemment, je ne suis pas spécialiste du transhumanisme, ni spécialiste du post-matérialisme, et donc je ne peux pas vous dire le transhumanisme c'est mal et le post-matérialisme c'est bien. Je trouve qu'il y a plus de tendances qui me parlent dans le post-matérialisme que dans le transhumanisme, mais ce que je vous formule, évidemment, ce sont des hypothèses. Mais vous comprenez avec ce que je vous expose l'importance que ça revêt, que ça peut revêtir si vous vous mettez dans cette perspective-là. Pour moi, c'est là. C'est le danger technolibéral du transhumanisme. Ça donne, par exemple, en médecine, la captation perpétuelle de vos données, cuvette des toilettes analytiques, miroir analytique, mais c'est des réalités. Black Mirror, je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est à peine de la science-fiction. Donc, les données, les fluides, les mouchoirs, capteurs de données, donc toutes vos données analysées en permanence et stockées, avec des alertes, allez faire une prise de sang, aller passer un IRM ou aller faire ceci, cela, lié au système des assurances, et si vous ne le faites pas, pénalité des assurances. C'est ça le système en fait. Et là, votre liberté d'être, par exemple, de dire, bah, moi je me suis toujours soignée naturellement et j'aime pas les hôpitaux, et si je meurs, je mourrai de ma belle mort, bah, là vous avez encore le droit de le décider sans être taxé sur votre décision. Le dataïsme implique que vos choix se monnaient maintenant. C'est-à-dire que si vous décidez que pour vous, la liberté, c'est de choisir si vous allez ou non faire un examen de santé, vous pouvez être pénalisé financièrement là-dessus, ou pour un prêt immobilier, ou pour des choses comme ça. C'est ça l'enjeu en fait, c'est la connectivité intégrale du secteur, enfin de vos fluides, avec le secteur médical, avec le secteur des assurances, et avec le secteur des prêts, des banques. C'est ça le technolibéralisme. Technique, parce que ça passe par la technique pour l'analyse des données et compagnie, et libéralisme, parce que ça passe par tout le système connecté des structures liées à la santé, par exemple. Je prends la santé parce que c'est un exemple quand même qui émotionnellement est fort, quoi. Il y a des domaines où c'est moins éloquent. Voilà, alors, maintenant, donc, je vais définir ce que j'ai appelé le post-matérialisme. Le post-matérialisme, j'emprunte cette expression à un neuro-canadien qui s'appelle Mario Beauregard. C'est un scientifique et en 2015, il y a eu au Canada, je crois, j'allais dire en Amérique, il faudrait vérifier. En tout cas, il y a eu un sommet pour réfléchir à l'avenir de la science. Et la question que se sont posées ces scientifiques, c'était de savoir si les domaines dont je vous ai parlé, la trans, les EMI, les OBE, les champs, les trucs comme ça, pouvaient rentrer dans la sphère scientifique comme sujet d'étude. Et vous savez aussi que dans certains pays, c'est plus facile que dans d'autres. Et au Canada, ces scientifiques qui s'étaient réunis, à l'issue de ce sommet, ont écrit un manifeste collectif qui s'appelle « Manifeste pour une science post-matérialiste ». L'idée qu'ils développent dedans est la suivante. Ils considèrent qu'en fait, la science actuelle est devenue dogmatique et bloquée par ses croyances. En tout cas, une veine de la science. C'est ce qu'on appelle aussi le scientisme. Cette science, en fait, qui, au lieu d'aborder tous les objets d'étude de manière objective, la plus objective possible, dit « ça, nous n'allons pas l'étudier parce que c'est une croyance ». Et les cas qu'on a, évidemment, je vous invite à aller regarder le cas Philippe Ignace Semmelweis à Vienne, le cas Alexis Carrel en France. Ce sont des gens dont la carrière s'est vue compromise par le fait qu'ils ont osé proposer des sujets qui semblaient fou pour la science de l'époque.
Et le problème, c'est que chez eux, c'était constatif. Le cas Alexis Carrel, c'est un gars qui allait chercher son prix Nobel en Amérique parce qu'il a dû partir à la France parce que sa réputation était entachée. C'est un homme non-croyant qui a accepté de surveiller une patiente dans les trains blancs qui vont à Lourdes. Et le truc, c'est qu'il a eu le malheur de constater que avant et après son entrée dans la grotte, la patiente qu'il surveillait avait connu une extraordinaire amélioration de la santé. Lui n'a jamais prononcé le mot miracle, il n'a jamais fait du battage médiatique autour de ça, mais rien que le fait qu'il ait noté sur un carnet amélioration de l'état de santé de Marie Bailey ou quelque chose comme ça, lui a valu d'énormes critiques parce que c'est devenu, il a cautionné un miracle, or le miracle c'est à Lourdes, donc c'est la religion, or la science est non idéologique, donc sanction, enfin sanction morale en tout cas. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle le scientisme, c'est-à-dire dire, en fait, on se veut objectif, mais la définition de l'objectivité, c'est la science telle qu'elle s'est construite au XXe siècle, et la science telle qu'elle s'est construite au XXe siècle, l'idée, c'était de se débarrasser de la religion et de ses croyances, donc ça s'est construit à contrario, et du coup, il y a eu des phénomènes de jeter bébé avec le bain. Et partie aussi avec l'eau du bain, la médecine dite de grand-mère. Aujourd'hui, quand je dis à mes étudiants à qui je raconte ces petites histoires que nos arrière-grand-mères mettaient des croûtes de fromage sur les plaies pour pas qu'elles s'infectent, ils se disent mais elles sont malades, effectivement, heureusement qu'il y a la médecine et la science, mais si la science accepte de se demander pourquoi les grand-mères ou les arrière-grand-mères faisaient ça, c'est pour la même raison que la pénicilline a été découverte par sérendipité. C'est-à-dire, il y a une souche bactérienne d'un côté, une culture de champis sur la paillasse à côté, l'un colonise l'autre, et Fleming se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont mes... Je sais pas si c'était des staphylocoques ou quelque chose, où ils sont passés? Et c'est les champignons qui les avaient bouffés. Or, dans la moisissure, il y a ça, or les croûtes de fromage sont moisies, donc certaines plaies ne s'infectaient pas grâce à ça. Comme c'était fait de manière non vérifiée, évidemment qu'il y a dû avoir des mauvais fromages employés à mauvaise escient sur des plaies qui sont infectées quand même. Et c'est là la différence entre la médecine de grand-mère et la science. Mais c'est idiot pour la science de dire si c'est de la médecine de grand-mère, arrêtez de nous emmerder avec des trucs aussi aberrants que de mettre de la patate sur une brûlure, c'est idiot. Jusqu'au jour où on découvre que l'amidon a un effet, ceci, cela. Donc le scientisme, c'est rejeter a priori au nom du matérialisme ceux qui semblent relever de la religion, sachant que la religion ne dit pas que des bêtises non plus, et qu'il faut distinguer le sacré de la mise en texte des premières sociétés autour d'un culte, et de l'interprétation des textes sacrés qui conduit à la religion et au dogme. Mais vous savez que dans des textes bibliques, il y a pas mal de règles de bon sens qui sont juste pour éviter les épidémies en vie collective. Et si vous décidez que tout ça est un tissu d'aberration, pareil, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Parce que vous dites, religion égale Bible égale faux. On ne l'étudie pas. Et donc le post-matérialisme, c'est de dire, le matérialisme est une idéologie et elle bloque la recherche sur des cas qui méritent d'être observés, analysés, rendus reproductibles si c'est possible, et évacués si c'est impossible. Donc c'est juste ça le post-matérialisme, c'est pas une secte qui se balade avec, je sais pas, un œil dessiné au milieu du front en dansant. C'est pas du tout l'idée, ce sont des scientifiques qui en ont marre, on leur ferme les laboratoires, mais qui disent, là en ce moment, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Corinne Sombrin, mais Corinne Sombrin donc, arrive, donc c'est une personne extra qui est, son histoire en fait, c'est qu'elle a couvert pour la BBC un reportage en Mongolie. Et en fait, dans la culture de l'endroit qu'elle couvrait, il y avait les cérémonies chamaniques. Donc elle a assisté à une cérémonie chamanique pour capter le son, en fait, c'est tout. Le problème, c'est qu'elle est rentrée en transe et qu'elle a hurlé comme un loup et qu'ils ont mis pas mal de temps à la faire revenir parmi eux. Donc ça l'a un petit peu interrogée et franchement déboussolée même. Et donc elle est
allée plus tard, bon déjà elle s'est formée, et ensuite elle est allée plus tard taper à la porte des labos en disant « Est-ce que vous voulez pas analyser mon truc là ?» Et donc elle raconte très bien que quand elle s'est fait analyser par une assemblée de scientifiques très sérieux, ils ont posé leur diagnostic et donc elle cumulait les états de schizophrénie aggravée, les personnalités multiples, les crises maniaques aiguës, enfin tout. Et en fait, ce qui a interpellé les chercheurs, c'est de dire, le truc qu'on ne comprend pas, c'est qu'elle cumule toutes ces choses-là qui sont identifiées comme maladies mentales, mais elle le provoque quand elle le veut, et elle en revient à volonté. Donc, si nos patients ont les mêmes choses qu'elle, ce qu'on appelle crise maniaque, etc., si on arrive à choper chez elle, à comprendre chez elle comment elle arrive à en revenir volontairement, ça peut enlever la camisole chimique de pas mal de gens qui pourraient sortir de leur état de transe, entre guillemets, ou de maniaque, enfin de crise maniaque, ou de choses comme ça. Donc il y a un potentiel énorme. Donc ils ont fini par accepter de ne pas la prendre juste pour une barjo cumulant tous les troubles psychotiques de la Terre, et d'analyser son cas. Et donc les recherches que conduisent ces laboratoires sont assez passionnantes. On en reparlera, j'espère. Voilà. Donc, le terme post-matérialiste, je l'emprunte à Mario de Beauregard, le manifeste du post-matérialisme, que vous pouvez trouver facilement en ligne, décrit très bien que c'est au nom de la science que les scientifiques se sont réunis pour plaider en faveur d'une science post-matérialiste, parce que le matérialisme est une idéologie limitante, et que si on veut œuvrer objectivement en tant que scientifique, on ne doit pas agir en fonction d'un dogme a priori. Moi, je trouve ça, ça me parle beaucoup. Donc, il y a enfin un début de prise au sérieux de ces cas que je vous ai cités, OBE, OEMI, etc., trans et tout, et un intérêt par les scientifiques renommés pour ces domaines, et certains, et je vous garantis que ce n'est pas facile pour eux, bravent les contraintes institutionnelles et risquent leur réputation. Au nom de ces recherches-là, on va en parler. Donc, lui, Mario Beauregard, est au Canada. Le Canada est infiniment plus ouvert que les pays d'Europe et notamment la France. Je vous ai dit que la Belgique et la Suisse étaient beaucoup plus ouverts également. Pour exemple, la Suisse rembourse certaines médecines alternatives. Évidemment, la France a un statut très particulier. Et là aussi, c'est compliqué parce que ça se fait au nom des Lumières et de l'esprit critique. Et en fait, là aussi, enfin, je veux dire, je suis agrégée de lettres, ça veut rien dire, mais ça veut dire quand même que les Lumières, je les ai bossées, je sais de quoi je parle. Et Dieu sait qu'il y a une part en moi d'admiration pour les plus grands textes des Lumières. En revanche, si ça devient un frein à l'avancée de la recherche, c'est problématique pour moi. Voilà. Donc, on va parler de ces scientifiques-là, mais donc il y a une visibilité scientifique parce que maintenant, il y a à travers le monde, peu en France, mais il y en a quand même, on va les citer, une crédibilité qui commence à être apportée au post-matérialisme parce que trop de scientifiques renommés ont risqué leur réputation pour que les autres continuent à dire que ce sont des fous. Ils sont trop nombreux. Voilà. Lisez les personnalités qui ont signé ce manifeste post-matérialiste, ils sont tous PhD et compagnie, c'est pas des thérapeutes improvisés comme on peut en croiser, et je suis une des premières combattantes du charlatanisme et de l'abus et de ces abus. Voilà, en même temps, face à ces scientifiques et à ce mouvement global, il y a une demande extrêmement puissante qui n'a pas dû vous échapper. Vous avez dû voir se multiplier dans vos villes, même à des endroits assez inattendus, des choses assez inattendues. Donc de plus en plus, je me balade dans les centres-villes et je vois... alors hypnothérapeute, c'est devenu normal, mais là, la dernière fois, à Aix-en-Provence, en faisant un café philo pour l'IEP, je suis sortie et j'ai vu un tel parapsychologue. Je fais je veux dire, avant, on n'osait pas, quoi. Dire coucou, je suis parapsychologue, ça, voilà. Et en même temps, donc, moi qui donne des formations, il y a beaucoup de thérapeutes qui s'inscrivent à ces formations et qui m'ont fait découvrir plein de champs que je ne connaissais pas. Il y a encore 10 ans, je ne connaissais pas la kinésiologie, par exemple.
Et depuis, il y a de plus en plus de kinésiologues. Il y a une école les Shamanic Studies, alors évidemment c'est pas en France. Il y a, on va parler des différents organismes de formation. En tout cas, la demande est puissante. Les thérapeutes de médecine holistique, alternative, quels que soient les noms qu'on leur donne, ont beaucoup de demandes. Il y a de plus en plus de thérapeutes et ils répondent à une demande qui est considérable. Il y a de plus en plus de conférences sur ces sujets-là. Et je me rappelle, donc, c'est un sujet que j'étudie, donc je les ai un peu toutes faites. En 2015, il y a eu un événement véhiculé par l'INRES et l'UIP, donc l'Université interdisciplinaire de Paris. Ça se tenait à la mutualité, et c'était, je crois, La conscience et l'invisible, ça s'appelait. Les places ont été mises en vente comme un concert, des mois et des mois à l'avance, et quand on y est allé, c'était plein à craquer. Et la mutualité, comme c'est sur le modèle révolutionnaire, c'est 1789 places. Donc, en 2015, on était 1789 à se taper une journée complète de conférences avec Raymond Moody sur les EMI, Jean-Jacques Charbonnier sur transcommunication hypnotique, et Sylvie Détiolaz et Nicolas Fraisse, Claude Charles-Fourier, enfin tous ces gens-là dont nous allons parler. Donc il y a une vraie demande aussi. Bon, voilà le constat. Maintenant, je vais vous poser un petit peu les actants. Je voudrais juste distinguer ce qu'on appelle les expérienceurs, des scientifiques, des formateurs et des voix médiatiques. Alors, ce qu'on appelle expérienceurs, en fait, c'est le nom qui a été donné à ceux qui vivent des expériences. Alors, par exemple, l'INRES appelle ça expériences extraordinaires. Donc, par exemple, Nicolas Fraisse, c'est un homme qui fait des sorties de corps extrêmement régulièrement, qui a été étudié par Sylvie Détiolaz en Suisse. Nicolas Fraisse est français, mais il est allé en Suisse pour être étudié par Claude Charles-Fourier et Sylvie Détiolaz. Et donc expérienceur, parce que c'est lui qui vit les sorties de corps. Voilà. Corinne Sombrin est expérienceur ou expérienceuse, je ne sais pas comment on peut mettre au féminin, puisqu'elle est entrée spontanément en transe. Donc c'est ça qu'on appelle les expérienceurs. C'est ceux qui arrivent, qui disent « Bon, qu'est-ce qui m'arrive ? Cette nuit, je me suis baladée, je suis sortie de mon corps, je me suis vue d'en haut, c'est pas normal. » Et en général, on dit « Vous prenez un petit Xanax déjà. » Et maintenant, on commence à dire « Ouh, le Boca, venez dans mon laboratoire, je vais vous mettre 2-3 électrodes, on va regarder ce qui se passe. » Voilà pour les cas français, donc gardez à l'esprit Nicolas Fraisse, Corinne Sombrin. Évidemment, il y a des cas mondialement connus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Derek Amato. Derek Amato, c'est cet homme qui a eu un accident et qui a eu la capacité spontanée de faire de la musique. Il passe ses journées maintenant à composer, à faire des concerts, enfin regardez en ligne, Derek Amato. Évidemment, libre à vous de penser que c'est un tissu de mensonge. Enfin, je ne suis pas Derek Amato, je ne le connais pas personnellement, donc je ne parle pas en son nom. Peut-être que dans 10 ans, on dira « c'est bien fait abuser », et je serai la première à dire « pardon ». Mais en tout cas, ce cas est très connu. Il y a aussi le cas Eben Alexander, je ne sais pas si vous connaissez. Ça fait un procédé de mise en abîme parce que lui est expérienceur et je crois qu'il était neurochirurgien. Il était en neurosciences, neurologie. Et donc lui, c'est un neurologue qui a eu une méningite fulgurante. Et en fait, il s'en est remis en recouvrant toutes ses capacités. Et ça lui a posé problème parce qu'en tant que scientifique, les clichés ne correspondent pas à la vie qu'il mène, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'est pas censé pouvoir parler, marcher, vivre, quoi. Il est censé être beaucoup plus endommagé que ça. Donc lui, alors c'est un peu difficile pour moi d'écouter parce que lui a vraiment versé dans la religion. Donc il dit que le paradis existe. Enfin, donc lui, il a mis une terminologie que moi j'emploierais moins spontanément, mais donc ça peut surprendre. Mais ce sont des cas très connus, Derek Amato et Ben Alexander, et en France, le cas Nicolas Fraisse et Corinne Sombrin. Les praticiens, évidemment, alors là, vous voyez autour de vous, quoi. Donc j'en ai noté quelques-uns, mais il y a les thérapeutes déjà de médecine ancestrale, ayurvédique, médecine chinoise. Donc ça inclut aussi toutes les thérapies manuelles, l'acupuncture. Il y a aussi les kinésiologues, c'est sur la base de la médecine chinoise, le matriciel, les sonothérapeutes, les gens qui font des constellations familiales, les énergéticiens, les remote viewers, c'est les gens qui voient à distance,
c'était utilisé pendant la guerre froide. Il y a comment il s'appelait? Bon, je ne sais plus, mais donc, et ça, c'est les praticiens. C'est les gens chez qui vous allez pour, je sais pas, vous détendre ou recouvrer la santé. Voilà. Ensuite, parmi les actants, il y a aussi les scientifiques et les chercheurs. Et là, évidemment, les plus connus depuis longtemps sont outre-Atlantique. Et ça va être par exemple Raymond Moody, qui a publié sur les expériences de mort imminente. L'ouvrage le plus connu, c'est 1977. Nous, on est en 2019, en train de dire le post-matérialisme, ça fait grincer des dents. Bon, en Amérique, ça fait un petit peu longtemps. En Amérique, ils ont des champs universitaires sur l'ufologie. UFO, c'est Unknown Flying Object, donc c'est les ovnis. Voilà. Et donc, c'est une autre perspective, quoi. Voilà. Donc, beaucoup outre-Atlantique, mais évidemment, en France, depuis les années 2010, on a des scientifiques français de renom qui se mouillent et qui risquent leur réputation chaque jour. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Donc, on a Philippe Guillemant, qui va être au Café Philo du 2 mai à La Garde. Donc, Philippe Guillemant, vous avez Jean-Jacques Charbonnier et Sylvie Détiolas, dont je vous ai parlé. Donc, on va en parler, mais Philippe Guillemant, c'est quand même un cristal du CNRS, un centralien de Paris, enfin, de Centrale Paris, c'est ça que je veux dire, il est dans la région, mais voilà. Sylvie Détiolas, elle est docteure en biologie moléculaire, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une scientifique, tout ce qu'il y a de plus académique sur la base de sa formation. Jean-Jacques Charbonnier, c'est un médecin, donc anesthésiste, je crois, de formation. Voilà, donc ça, c'est le champ des scientifiques, des chercheurs, des universitaires. Et après, je distinguerai deux catégories de médiateurs. Donc, il y a les médiateurs. Alors, évidemment, tout se recoupe à enjeux épistémologiques. Alors là, ça va être les profs, les conférenciers, les journalistes. Je pense à Jocelyn Morisson, qui écrit régulièrement dans Inexploré, le magazine qui fonctionne avec INRES. Il y a aussi Stéphane Alix, qui est le fondateur de l'INRES. Donc ça, ce sont des journalistes. Il y a aussi donc, certains chercheurs en psychologie qui sont aussi profs et qui véhiculent ces données-là. Je pense à Alfonso Santarpia, qui est un chercheur marseillais d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il travaille à la Timone, enfin en tout cas il travaille dans un hôpital marseillais. Et il travaille sur cancer et spiritualité. Enfin, il était au colloque sur la transe de Dijon, le colloque universitaire sur la transe de Dijon. Renaud Évrard, qui est au nord-est de la France, dans une université. Donc lui a un centre d'intérêt, je dirais, parapsychologique, et il est en psychologie, avec un pied dans l'étude de cas dans la vie publique. Voilà, donc pour les médiateurs, il y a moi à Sciences Po, mais dans mon amphi changement de paradigme. Donc on fait ce qu'on peut, et il y a les médiateurs à enjeux économiques. Alors évidemment que les médiateurs épistémologiques peuvent avoir un intérêt économique, évidemment que les médiateurs avec enjeux économiques ont aussi un grand intérêt épistémologique. En général, c'est rarement des maisons d'édition qui sortent de terre juste pour du profit, enfin, évidemment que ça existe. Mais il y en a aussi qui sont au nom de la cause et qui ne font pas énormément de profit. Donc, en tant qu'organisateur d'événements, les plus connus sont INRES, donc INREES, qui date des années 90. C'est l'Institut national de recherche sur les expériences inexplorées. C'est le premier organisme français à avoir essayé de donner une caution scientifique à certaines recherches sur ce dont on parle. Plus récemment, il y a ABC Talk, qui diffuse la liste des événements dans ce secteur-là, et Vertical Project Media, qui est sur Lyon, et qui organise des événements depuis quelques années. Pour les formations, sachez qu'il y a une école de l'intuition à Paris, qui fournit des formations en tarot, en voyance, en intuition, en énormément de champs de compétences relatifs à ces domaines-là. Moi, j'ai fait une formation sur le remote viewing là-bas. Alors, c'est critiquable par le format qui est un petit peu américain pour moi, c'est-à-dire en 2 jours, on vous fait croire... Enfin, c'est un peu limite, c'est-à-dire c'est des formations de 2 jours, donc vous sortez avec pas du tout ce que nous, on apprend à Bac+8. Et en même temps, on paye très cher, c'est des week-ends qui sont entre 150 et 300 € selon ce qu'on fait. Mais en même temps, il n'y a pas de fonds publics, donc c'est aussi complètement autofinancé.
Et pour le coup, le gars qui tient ça, alors pareil, c'est pas non plus quelqu'un que je connais depuis super longtemps ni intimement, mais l'enjeu est épistémologique. Ce sont des gens qui veulent promouvoir ces champs parce qu'ils pensent qu'ils ont vraiment un potentiel énorme pour la société de demain. Donc l'énergie qui est mise dedans n'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas juste ah, il y a des imbéciles pour croire à ça, créons une boîte à pognon, c'est pas l'idée, d'accord. Vous avez aussi Clévao qui est entre Paris et Lyon, qui fonctionne aussi avec Iris Intuition, qui est une école de voyance en fait, donc ça fait un peu Poudlard, mais ça existe. Vous avez aussi des éditeurs, et là je distinguerai par exemple des collections où le sérieux est un petit peu limite dans le genre aventure secrète avec des titres complètement voyeurs, etc., qui voyeurisent des recherches scientifiques. Et d'autres éditeurs, vous savez, en général, quand vous lisez des livres de cette catégorie, vous avez l'éditeur Très Daniel, qui publie beaucoup, et qui se situe dans cette case. C'est eux qui ont publié Philippe Guillemant, par exemple. Et vous avez une personne, Stéphanie Honoré, qui fait un travail considérable. Donc elle, c'est une personne qui a travaillé longtemps dans l'édition, et qui maintenant, je crois qu'elle s'est mise à son compte, en tout cas, elle travaille pour son compte, et qui essaye d'aller démarcher les maisons d'édition pour les encourager à créer des collections sérieuses sur ces questions-là. Et elle fait un travail considérable en ce sens, et pour le coup, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Voilà, et à côté de ça, dernier actant, vous avez les institutions méga frileuses. Et je sais de quoi je parle, donc on va en parler. Alors, pour ce qui est des institutions, il faut savoir, donc je vous ai dit, en Amérique, c'est pas forcément le modèle à imiter, mais il y a des recherches sur la réincarnation, des recherches sur les ovnis, ce qu'on n'a pas du tout en France. Et le problème français, c'est que si ça n'existe pas, ça ferme la porte aux scientifiques de pointe qui s'intéressent à ces sujets. Donc la question, c'est quand vous êtes un scientifique de pointe sur ces questions, comment avoir une vie de chercheur décente ? Et en général, on a cette espèce de double jeu qui est de sauver la face institutionnellement parlant, de faire ce qu'on nous dit, de donner ce qu'on nous demande de faire ce pourquoi on est payé, et en même temps d'essayer de négocier avec le labo ou avec les supérieurs pour que, en gros, ça va se caractériser par la création à Sciences Po, dans les amphis de culture générale de 4e année. J'ai un amphi en 3 séances qui s'appelle Changement de paradigme, et où j'explique de manière objective les enjeux transhumanistes, comme je vous ai fait au début, en disant, voilà, Google investit ici, ici et là. À côté de ça, il y a le post-matérialisme, qui est Mario de Beauregard et compagnie. Donc, en fait, il y a des propositions comme ça, de cours ou d'axes de recherche. Philippe Guillemant, dans son laboratoire à Marseille, conduit des recherches sur le billard, qui, en fait, fonctionne pour montrer que le lien de cause à effet direct, dès qu'il y a trop de boules sur un billard, dès qu'il y a trop de mouvements, est rompu. Le lien de cause à effet strict et observable. Et en fait, c'est exactement dans le champ de ses recherches sur les synchronicités. Donc, officiellement, il n'écrit pas dans ses recherches « moi et ma vie synchronique », mais il fait des recherches scientifiques sur le billard et il fait ses publications chez Très Daniel sur les conclusions qu'il en tire de manière un petit peu plus large. Donc, ce qui me dérange dans la situation actuelle, donc je vous ai dit qu'en Amérique comment c'était, mais il faut savoir qu'en Europe aussi, il y a des chaires de parapsychologie, par exemple, à Édimbourg, à l'université d'Édimbourg. Il y a une chaire, Arthur Koestler, de parapsychologie. Et il y a un parcours pour les étudiants qui veulent suivre des cours en parapsychologie. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent cautionner ce que les scientifiques considèrent comme aberrant. C'est pas ça, c'est pourquoi ne pas en parler. Il y a tellement de thérapeutes qui existent et tellement de gens qui vont les consulter que moi je trouve que ne pas mettre ces disciplines dans le panorama universitaire, en tout cas en tant que recherche critique sur ces domaines, critique pas au sens négatif, mais juste d'observation de ces domaines, c'est ça que je vais dénoncer, encourager le charlatanisme en fait. Parce que si on ne vous explique pas quels sont les enjeux et qui fait quoi, comment vous allez faire la différence entre 2 pancartes affichées sur une porte qui disent « machin thérapeute ». Qui vous allez aller consulter? Quelles questions vous allez poser au thérapeute pour savoir si c'est un charlatan ou si c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance? Comment vous faites? L'enjeu est d'autant plus crucial selon moi
qu'on a en tant qu'enseignant et que chercheur, en tant qu'enseignant, qu'on soit chercheur ou pas d'ailleurs, entre les mains les générations futures. Quand on a un amphi de culture générale à Sciences Po, on a entre 100 et 200 personnes, on a l'ensemble de la promo. Et moi, ce qui légitime que j'ai fondé ce cours, que j'ai créé, que j'ai trouvé nécessaire qu'il y ait un cours changement de paradigme, c'était l'idée que des gens qui vont sortir avec un diplôme Sciences Po, qui est Sciences Po Ex, qui est quand même appréciable dans le monde du travail, vont arriver dans un monde où déjà le transhumanisme, ils ne savent pas ce que c'est, ils en entendent parler 2, 4, 6 heures dans l'année au détour de certaines phrases, et ils vont prendre en charge le monde sans même savoir qu'il y a des chercheurs comme Philippe Guillemont qui bosse sur les synchronicités, comme Sylvie Détiolaz qui travaille sur les sorties de corps. Et donc tout ça, ça va finir... je bosse aussi à Centrale Marseille, je fais des cours là-bas parce qu'il y a un partenariat avec Sciences Po. Eux, c'est les ingénieurs de demain, ils n'ont jamais entendu parler de ces recherches-là. C'est de la chair à transhumanisme, ça. Ces petits ingénieurs futurs, d'accord? Ils sont à Centrale Marseille en train de faire des études brillantes. Personne ne leur explique le changement de paradigme actuel, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux au niveau scientifique, métascientifique, c'est-à-dire la recherche sur, la philosophie scientifique et la recherche sur ce qui se passe dans l'actualité scientifique, et ils débarquent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc en gros, vous pouvez sortir de Centrale Marseille, aller consulter un charlatan parce que vous ne savez pas comment ça marche, et travailler dans une entreprise qui fonctionne avec l'intelligence artificielle capteuse de données, sans vous être posé la question de savoir si c'était bien, si c'était mal, et si vous aviez des alternatives. Et ça, je trouve que c'est faire défaut, manquer à la responsabilité qui incombe aux sphères de l'enseignement. Et ça, j'y tiens vraiment, c'est très ancré en moi, donc je trouve qu'à mon sens, il s'agit d'un devoir de ma part que de faire un panorama. Je ne dis pas de dire le transhumanisme c'est mal et le post-matérialisme c'est bien, de faire un panorama explicatif de ce qu'il y a actuellement dans la sphère de la recherche, leur parler des travaux de Philippe Guillemont, leur parler des travaux de Sylvie Détiolaz, dénoncer le scientisme dans le monde de la science, le scientisme n'étant pas toute la science, absolument pas, c'est une petite part cristallisée de la science, et de leur exposer les enjeux contemporains de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de la science. Voilà, donc je milite contre le fait que les Bac+5 arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas et entre les mains des données qu'ils ne savent pas passer par leur esprit critique parce qu'on ne leur a pas permis d'y réfléchir pendant le temps de leurs études. Donc il y a un vide à ce niveau-là. D'accord ? Voilà, donc je pense qu'il y a une responsabilité institutionnelle énorme face au post-matérialisme, notamment pour envisager les questions transhumanistes qu'on a évoquées en amont. Et cette responsabilité est déjà prise en charge, mais de manière très ponctuelle. Et j'ai pu assister, vraiment c'est depuis 2010, j'ai pu assister depuis 2010 à différents colloques organisés dans le champ universitaire et qui traitaient de questions qui étaient jusque-là tabous. Ça a donné en 2018 le colloque Air du temps de Nice. Je crois qu'il y a beaucoup de conférences de ce colloque qui ont été mises en ligne, donc organisé par l'université de Nice Sophia Antipolis, avec des chercheurs de tous bords, dont Philippe Guillemont, sur la question du temps. Ça a donné aussi le colloque auquel je suis allée en février dernier à Dijon, à l'université de Dijon, qui était sur la trans, vous pouvez consulter. Il y avait Renaud Évrard, Alfonso Santarpia, Corinne Sombrin et le scientifique avec qui elle travaille actuellement. Et c'était un colloque universitaire. Universitaire veut dire gratuit et ouvert à tous. L'enjeu est considérable selon moi, parce que aller s'informer de ces pratiques, nouvelles pratiques énergétiques, pratiques thérapeutiques nouvelles, état de conscience modifié, trans, EMI, OBE. Si vous allez à une conférence qui se tient à l'ashram machin de telle ville d'Inde, est-ce que vous n'avez pas laissé à l'aéroport une partie de votre esprit critique avec quelques euros? C'est un petit peu la question. Là, quand moi je veux le dimanche aller faire une méditation collective, les seules choses que j'ai à proximité, c'est quoi? Le centre bouddhique de Marseille, l'école de yoga machin. C'est des univers où il y a une croyance préalable. Et si j'ai des questions en disant moi ça passe pas avec moi, j'ai du mal à m'y mettre, qu'est-ce que je fais? Les gens n'ont pas de réponse. Ils sont pas là pour méta-analyser ce en quoi ils croient. C'est comme si vous alliez à l'église poser des questions au curé sur pourquoi je devrais croire.
Ça ne marche pas comme ça. Et c'est là le rôle de l'institution, des institutions d'enseignement. Et c'est la gratuité et l'esprit critique. C'était fin janvier, à l'IEP, dans le cadre d'une mission égalité femmes-hommes, j'ai fait un cycle sur les femmes, et donc c'était femmes, religion, spiritualité. Et on a reçu Aude Ferté, qui est chamane, et qui a une école qui s'appelle l'Espace Marosa, enfin un centre qui s'appelle l'Espace Marosa à Marseille. Donc elle est chamane, et l'Espace Marosa, elle y fait des soins au tambour, elle fait ses pratiques chamaniques. Et j'ai décidé de l'inviter à l'IEP. Pourquoi ? Parce qu'elle est enfin en contact des gens qui ont des vraies questions. Comment ça vous est venu ? Comment vous pouvez passer d'un parcours d'historienne, qui était le sien, je crois qu'elle faisait des études d'histoire, à devenir chamane du jour au lendemain ? Et elle explique, et elle raconte. Et en fait, c'était fou pour elle, comme pour eux. Donc, déjà, elle, ça la confronte non pas à une clientèle qui dit « Bon, j'ai mal à la cheville, aidez-moi ». Et qui ne dit pas « Comment vous alliez faire pour m'aider ?» Vous demandez ça à un praticien, il va dire soit vous voulez le soin, soit on discute, mais c'est pas... Enfin, il faut savoir. Voilà, donc c'est très important pour les praticiens, pour tous les gens de cette sphère-là, de rencontrer un public qui n'est pas acquis d'avance. Et moi, je trouvais ça super courageux de sa part, et très bienvenu, ça voulait dire qu'elle voulait aller à la rencontre des gens. Alors évidemment qu'il y en a qui vont en profiter pour faire du prosélytisme et ce que vous voulez, mais évidemment que j'ai choisi la personne, j'ai quand même suffisamment d'estime et d'amour pour les étudiants que j'ai à l'IEP pour ne pas leur envoyer n'importe quelle personne en qui j'ai pas confiance. Et deuxièmement, je savais que les personnes qui étaient venues à cette conférence y venaient avec l'intégralité de leur esprit critique, puisqu'ils étaient au sein d'un IEP. C'est pas du tout la même chose de recevoir une chamane dans l'espace tibétain de machin que de le recevoir dans un institut d'études politiques. C'est le lieu de l'esprit critique, c'est là où vous avez le droit de poser les questions. Aucune discrimination par l'argent, c'était entrée libre et gratuite. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais on a eu 300 personnes, ce qui est considérable pour une petite conférence du mardi soir à 18h, quoi. C'était pas du tout prévu. On a dû changer d'amphi, voilà. Donc je pense qu'il y a une réelle demande et une réelle responsabilité institutionnelle pour justement que ce ne soit pas dans l'univers sombre du charlatanisme et des intérêts économiques qu'on sombre, mais bien au contraire dans celui de personnes qui vont au contact des interrogations de gens qui eux-mêmes viennent rencontrer des parcours individuels, spécifiques et dialogués. Voilà, donc je pense que la responsabilité est énorme. Évidemment, il y a certains organismes qui sont plus ou moins à but lucratif, qui assurent, enfin qui pallient les manques des institutions. Mais si vous devez aller payer 220 € à Iris ou à toute autre formation qui n'est pas chez Iris d'ailleurs, pour aller explorer certaines capacités en vous, bah, c'est parce que aussi les institutions n'ont pas trouvé nécessaire de créer un champ disciplinaire sur l'exploration du rêve lucide, par exemple. Alors que toutes ces choses-là, le rêve lucide est utilisé par la NBA, par exemple, pour entraîner dans le champ, dans le training field du rêve, ces sportifs pour apprendre pendant la nuit à viser des paniers plus justes. Donc en fait, c'est des choses qui existent, qui sont pratiquées, mais le champ théorique et critique n'existe pas. Il est bloqué par les forces, en tout cas la dimension dogmatique d'une certaine forme de scientisme qui, je le rappelle, n'est pas l'intégralité de la science. Je terminerai avec ce à quoi je voulais en venir, c'est-à-dire la position inédite des post-matérialistes français qui me semble passionnante. Alors, en fait, on a ici un champ de scientifiques engagés qui cherchent quasi bénévolement sur ces sujets-là, qui sont un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de leur laboratoire, qu'est-ce qu'ils leur disent pas sur leurs recherches. Donc des chercheurs avec et sans labo, on va dire un petit peu dans une situation intermédiaire, et qui se posent la question de comment communiquer sur les sujets qui nous passionnent sans labo de recherche qui nous finance pour le faire, et sans parcours pédagogique qui permet d'aller à la rencontre des étudiants pour leur en parler.
Comment on fait? C'est en principe ça le but des facs, labos, enseignement. C'est en principe de financer des recherches et de permettre aux chercheurs de présenter leurs recherches à leurs étudiants. Et du coup, il y a cette espèce d'entre-deux, et il y a une place inédite qui se dessine, qui conduit en fait ces scientifiques à communiquer hors de la case labo et cours. Et ça, c'est très difficile pour un scientifique français. C'est-à-dire que autant les Américains sont beaucoup plus décomplexés par rapport à ça, voire le monde anglo-saxon, mais pour un chercheur français qui a toujours été dans son labo, qui n'a pas une volonté de notoriété autre que scientifique en fait, c'est très étrange d'avoir un coup de projecteur sur la figure, de passer par l'INRES plutôt que de passer par tel laboratoire de recherche universitaire, et de se retrouver face à un public moyennement informé, plutôt qu'avec des étudiants à professionnaliser, avec vocation d'exploration du champ critique. C'est très différent. Et pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, c'est vraiment dérangeant en fait pour eux. Pas dérangeant au sens que ça leur déplaît, au contraire, il y a une partie qui est très galvanisante. Mais jusque-là, le chercheur français, sa place était dans le laboratoire, et des fois il chopait un prix Nobel et il faisait un discours, mais la plupart des chercheurs que vous connaissez sont peu connus pour leur grande prise de position publique. C'est en train de changer aujourd'hui avec les Aurélien Barraud et compagnie qui s'engagent sur des causes qui sont en dehors de leur champ universitaire d'ailleurs, au nom de l'aura qu'ils peuvent avoir. Donc c'est de ça dont je voulais parler. Donc en général, les scientifiques ne sont pas des vulgarisateurs. Alors je dis scientifique, il y a scientifique et chercheurs. Dans les autres champs aussi, chercheurs en psychologie, chercheurs même en philosophie, chercheurs en biologie, chercheurs en neurosciences, tout ce que vous voulez, tous ces champs-là, mais les chercheurs, on va dire, post-matérialistes. Comment sortir de la case du labo quand vous avez un bac plus 8? Moi j'ai passé 7 ans sur ma thèse. Donc, moi je ne suis pas une chercheure scientifique, je suis une littéraire. J'ai passé 7 ans sur le terme indicible. Alors certains vont se moquer, je comprends. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que passer 7 ans sur un mot, ça veut dire que tout le champ de lecture qu'il y a à faire sur le sujet, vous l'avez fait. Vous l'avez balisé, vous l'avez surligné, vous le maîtrisez parfaitement, vous êtes dans la minutie. Croyez-moi, quand les gens vous disent à un repas de famille « Et c'est quoi le sujet de ta thèse ?» et vous dites « Indicible, élaboration et mise à l'épreuve d'un outil d'investigation littéraire », vous avez perdu la tablée qui se met à trinquer au champagne et à vous oublier pour tout le reste de l'année parce que vous êtes le raseur de service. Donc, on travaille dans le minutieux, l'hyper subtil. On est censé, pour une thèse, engranger tout ce qui a été fait par les chercheurs avant nous pour ajouter, une fois qu'on a synthétisé tout ce qu'ils ont fait, notre pierre à l'édifice au bout du compte. D'accord ? Et d'un coup, on se dit, enfin ces chercheurs se disent, on a quelque chose d'énorme entre les mains et il faut communiquer dessus. En principe, on le fait à la fac et on cherche dans nos labos, mais là, il n'y a pas. Donc on va communiquer là où on nous permet de communiquer, on passe par l'INRES, par ABC Talk, par Vertical Projet Média. Et on se retrouve avec des gens, on leur parle notre langage bizarre de personnes qui sont restées enfermées chez elles pendant 8 ans devant un écran d'ordinateur à leur dire que le champ archétypal de la postmodernité était sans doute la quintessence de l'interdisciplinarité cognitive. Effectivement, vous dites ça en conférence à froid à un public de 1789 personnes rassemblées à la Mutualité un 4 février à 11h du matin. Tout le monde se met à ronfler, quoi, ou part, enfin c'est bon. Et du coup, il faut trouver des solutions. Et si vous le regardez cet angle-là, c'est très amusant, parce que, en fait, moi, c'est des personnes que j'adore, en fait. Donc, Philippe Guillemont, je le connais très bien. Corinne Sombrin, j'ai un projet avec elle qui me... Bon, vous voyez, je ne tiens pas en place sur ma chaise, j'espère que ça va se faire. Sylvie Destiolaz, bon, j'espère qu'elle viendra à l'IEP communiquer, on en avait parlé. Mais c'est des personnes que j'admire infiniment. Et il faut les voir... donc dans cette position comme ça, avec les pleins feux médiatiques, parce que les projets INRES ou Vertical Media, Project Media, etc., il y a un décorum, un peu marketing, mais nécessaire aussi pour que les gens viennent. Et du coup, vous voyez ces gens, des fleurs de laboratoire, on va dire, qui se retrouvent avec des fonds étoilés, avec des visages en transparence, et une sono en fond qui fait une musique un peu mystérieuse. Bon, c'est hyper bizarre, enfin c'est hyper violent pour un chercheur en fait, je vous le dis sincèrement. Donc voilà, et c'est des gens, quand vous les invitez, ils disent « Oui, moi j'aimerais bien me mettre un petit peu en retrait, j'ai quand même mes recherches à faire », enfin c'est pas des rockstars quoi. Voilà, donc il y a ce statut du scientifique post-matérialiste français qui est complètement inédit, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème outre-Atlantique pour passer le cap de la rockstar. C'est le cas d'Deepak Chopra,
Donc vous avez peut-être lu les best-sellers. Moi j'ai assisté l'année dernière à sa masterclass à Paris, place entre 100 pour les moins chers et 250 €, une journée. Oh, il nous a regardé gentiment, il nous avait fait une mini méditation, il nous avait dit en gros que l'amour, le monde quantique, c'était pas, enfin, je suis un peu exigeante intellectuellement, c'est des formations professionnelles on va dire, et franchement je suis pas rentrée en disant ah c'est la plus belle journée de ma vie, voilà bon. Loin de là, et pourtant on avait lâché, on était allé avec mon mari, donc on avait lâché 200 balles pour la journée, donc on avait un petit peu mal aux fesses. Donc voilà, donc ça c'est l'effet Deepak Chopra, c'est en gros le best-seller décomplexé. Donc Deepak Chopra est un médecin formé en Inde, il a fait son internat en Amérique, il est endocrinologue, il a fondé des centres de soins, à mon avis extraordinaires, mais à mon avis, je suis allée sur le site, extraordinairement cher aussi. Mais c'est un médecin et lui, ça n'a pas l'air de lui poser des grands problèmes d'avoir un coup de projecteur dans la gueule et d'être hyper médiatisé avec ses super lunettes à étoiles et compagnie. Et il y a un effet comme ça qui aurait pu se produire en France. Et il y a des chercheurs, alors je mets un point d'interrogation parce que je ne veux pas condamner sans savoir ni rien, mais je m'interroge sur le cas Jean-Jacques Charbonnier. En fait, je suis un petit peu inquiète par ce médecin. Dont j'ai écouté la conférence en 2015 avec passion sur la transcommunication hypnotique. Ça a donné lieu à une thèse de François Lallier sur les sorties de corps, les EMI, François Lallier qui est médecin généraliste. C'est incroyable qu'il y ait ça en France, c'est considérable. Donc d'un côté il y a ça, et d'un autre côté il y a eu un petit emballement un peu à l'américaine, c'est-à-dire que la transcommunication hypnotique, il en fait 4 par jour, régulièrement les week-ends, je crois que lui il est sur Toulouse, et il fait la même conférence à tout le monde. Quand je suis allée faire la transcommunication hypnotique, c'était la même conférence qu'à la Mutualité 2 ans plus tôt, quoi. La même, mot pour mot, quoi. C'était effrayant. Il fait des croisières TCH, transcommunication hypnotique, croisière de luxe, transcommunication hypnotique. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas lui qui est décideur, mais il laisse faire. Et je sais que, c'est pas le genre, je veux pas parler pour elle parce que ça se fait pas, mais c'est pas trop le genre Sylvie Détiolaz, quoi. C'est pas trop le genre Fleur de Labo à la française. On vous dirait, va animer une croisière transcommunication hypnotique. Nous, on serait là, non. En fait, on n'est pas des animateurs non plus, quoi. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Et donc, je terminerai en vous disant, voilà, le cas de figure français complètement inédit, c'est que certains n'ont pas cédé aux sirènes américaines de la célébrité et du marketing. Alors, à suivre, hein. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière... donc, je vous ai parlé de Jean-Jacques Charbonnier, qui, moi, me semble un petit peu tendre vers l'exemple américain. Il y a le cas Philippe Guimand. Alors, donc Philippe Guimand, je vous disais, je le connais pas mal. On a travaillé ensemble, je ne sais pas si certains. Il y avait une expérience qui s'appelait Synchronicity. Donc, c'était une expérience sur les synchronicités. En fait, je bossais avec lui là-dessus. Je collaborais avec lui. C'était trop cool. J'ai eu trop de chance parce que vraiment, c'était la première fois de ma vie. Pourtant, j'en fréquente des chercheurs que je me disais, mon Dieu, je suis vraiment à côté d'un génie. Donc, c'était très étrange pour moi. Qui a plutôt tendance à tout critiquer. Voilà. Et lui, du coup, on a eu vraiment des discussions directes sur cet événement. Est-ce qu'il y participe ou pas? Et j'ai ma collaboratrice avec qui on fait des formations sur l'intention et les synchronicités, la théorie des synchronicités et la pratique des synchronicités. Et elle est docteure en astrophysique. Et Philippe Guimand a pas mal confiance en elle. Et elle est très soucieuse, justement, qu'il n'aille pas se compromettre, en fait, scientifiquement, pour que ça ne compromette pas en fait les recherches potentielles qu'il pourrait faire dans son labo. Et donc les conversations ont lieu, et je peux vous dire que c'est un vrai casse-tête pour lui de décider si tel événement il faut y aller, et surtout comment y aller. Du coup il y a le cas Guillemant, et Guillemant il fait vous verrez que d'un côté donc il travaille au CNRS. Il a publié l'année dernière dans Annals of Physics, qui est une revue scientifique réputée à comité de lecture, un article scientifique de physique pour expliquer que, je traduis rapidement, hein, je caricature à fond, mais en gros pour expliquer que pour comprendre le réel, il faudrait rajouter 6 dimensions supplémentaires à l'espace-temps tel qu'on le conçoit,
Donc, c'est pas un postulat tranquille. Hein. Vous êtes encore dans 3 dimensions, j'ai envie de dire. Ça fait pas beaucoup. Donc, imaginez 6 de plus. Donc, c'est déjà dans l'inconcevable total, hein, nous. Hein, bon, voilà. Donc, et à côté de ça, il publie chez Très Daniel, qui est un éditeur un peu de l'entre-deux, entre l'ouverture maximale au grand public et en même temps la tentative d'avoir une caution scientifique réelle. Et il publie des ouvrages. Le premier s'appelait La route du temps, le dernier s'appelle Le pic de l'esprit. Donc on est vraiment dans une démarche plus personnelle et moins laboratoire scientifique traditionnel. Il y a Sylvie Dietiolez, qui est selon moi un exemple vraiment de rigueur scientifique extrême. Et si vous lisez son ouvrage Le cas Nicolas Fraisse, 10 ans de recherche sur les sorties de corps, je trouve qu'elle mène un travail au niveau éthique considérable, d'approche du grand public tout en maintenant une intégrité scientifique incontestable. Et je l'admire beaucoup pour ça, donc je vous conseille beaucoup cet ouvrage pour voir comment ça peut bien se goupiller, parce que je trouve que c'est un très bel équilibre qu'elle est arrivée à trouver. Après, bon, vous avez le cas Corinne Sondrin, qui est expériencieuse, pas scientifique, et donc elle, bon, on va dire c'est un cas un petit peu différent, mais elle raconte dans des ouvrages grand public ce qui lui est arrivé. Donc, comment elle est allée en Mongolie, comment s'est passée sa première transe, comment, après, elle a tâtonné à Paris, sachant qu'elle avait des compétences qu'elle ignorait, ses allers-retours vers la Mongolie. Elle raconte tout ça. Et en même temps, les expériences que conduisent les chercheurs sur elle restent, pour le moment, dans le secret des laboratoires. Alors, là, j'ai trop envie de vous spoiler le truc, mais je vais me garder, voilà, je vais respecter son projet, mais elle a un projet de fou et j'ai trop hâte que ça voie le jour, et quand vous verrez ça, pensez à moi, parce que c'est trop cool, et j'espère trop que ça va trop bien marcher. Voilà. Et ce positionnement-là, il me semble très actuel. Donc vraiment, en fait, on est dans un moment où ça n'a pas dû vous échapper. Vous avez dû entendre parler de la génération X, voire Y, voire Z. En ce moment, on est entre les Y et les Z. Les Y, moi je suis la plus vieille des Y, c'est les années 80, c'est ceux qui ont vu le développement de l'ordinateur et qui ont été adultes avec l'avènement d'Internet. Et les Z, c'est ceux qui sont nés avec l'an 2000 et les objets connectés. Donc, après, il y a des débats de datation entre sociologues, hein, donc je vous épargne ça. Mais il y a cette génération YZ là, et les YZ sont définis par les sociologues comme des gens qui ne veulent plus être catalogués, par exemple dans le monde du travail, comme une fonction. Ils revendiquent le fait d'être dans leur travail aussi une personne, et qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre leur vie, leur être au monde et le travail qu'ils ont. Ils veulent que leur travail ait un sens, ils n'ont pas de respect pour la hiérarchie, enfin, il y a quelques caractéristiques qui ont été qui ont été mises en avant par les sociologues. Et je trouve que cet entre-deux du scientifique qui cherche à toucher le grand public sans gâcher la pertinence du contenu scientifique qui est le sien, correspond finalement à l'arrivée de cette vision assez contemporaine du monde qui est dans le décloisonnement entre soi, le monde, entre par exemple la mère, l'épouse, la professionnelle, qui tendent à être des fonctions partagées dans toutes les sphères. On peut être soi entièrement, en principe, on tend vers un décloisonnement de ces différents champs de la vie individuelle. Et donc j'ai l'impression qu'il se passe un truc très français, très particulier, qui est que ces scientifiques qui ne veulent pas vulgariser et qui essaient de trouver cette espèce de juste milieu entre l'accessibilité à leurs réflexions et sans la déperdition du contenu scientifique et la rencontre avec un esprit actuel qui est au décloisonnement est assez novatrice, et j'ai vraiment l'impression qu'on met le doigt sur un vrai phénomène nouveau. Je conclus extrêmement rapidement, vu le temps que j'ai pris, sur le fait que j'espère que je vous ai fait prendre conscience de ces quelques lignes qui bougent, et en fait je vous demanderai juste, si le cœur vous en dit, d'encourager les circuits vertueux d'exigence, c'est-à-dire de permettre la rigueur, d'encourager l'ouverture des institutions, de permettre aux chercheurs, aux praticiens et aux expérienceurs
d'exercer dans des conditions décentes pour leurs recherches et pour la diffusion de leurs avancées. Merci beaucoup de m'avoir écouté si longtemps.